Bonjour et bienvenue sur la chaîne de programmation rétro Z80, pour l'instant sur la machine Amstrad CPC. Donc là, je pense que je vais avoir un peu plus de temps pour être plus précis dans euh, les explications, hein, tout simplement, hein. Donc je vais ici revenir sur toujours la notion de clavier, hein, et notamment notre fonction macro, hein, plutôt qu'on va devoir créer, c'est-à-dire le mkbar init. Donc on avait vu sur les vidéos précédentes, d'ailleurs je vais vous mettre dans la description le lien pour aller à la playlist, hein, de façon à ce que vous puissiez vous reporter sur les vidéos précédentes pour pouvoir avoir un suivi progressif. Ces vidéos sont faites de façon à avoir une progression lente, euh, et j'essaye tout du moins, de créer des vidéos de à peu près 1 heure, pas plus, de façon à pas vous perdre sur la technicité ou dans des explications. Je suis pas un expert je dirais, en tutoriel, en formation, hein. Donc je n'ai pas les techniques pédagogiques qui pourraient faire que les choses se passent dans la fluidité, hein. Donc j'essaye de quand même d'être le plus simple possible avec mes propres mots. Ces vidéos ne sont pas préparées dans le sens où il y a toute une équipe derrière qui les met en scène, hein, tout simplement, et etc. J'ai pas ce temps-là, hein. Je suis indépendant, hein, je travaille également. Mes horaires sont assez compliqués, hein, c'est du 7 heures à 18 heures, 20 heures. Donc j'essaye de faire des vidéos quand j'ai le temps, hein. Donc là, je me suis levé un peu plus tôt pour faire cette vidéo, de façon à partager un peu, et c'est là l'objectif, hein, de ces vidéos, c'est de vous partager tout simplement des connaissances. Bon, donc nous avions créé un certain nombre de choses depuis le début de la mise en place de cette playlist, hein, donc pour la programmation Z80 sur Amstrad CPC. On a vu donc dans la vidéo précédente comment créer la fonction mEscapeReseed, que je vais y revenir parce que j'ai réécouté, regardé, écouté la vidéo précédente, et il y a des choses que je vais préciser puisque c'est pas clair du tout, et c'est pas optimal, hein, tout simplement. D'accord? Et on s'est aperçu, quand on a fait le test, que du coup, hein, j'avais mis moi ici la, la procédure, enfin la macro, hein, ou les sources, hein, tout simplement, de calcul du nombre de frames par seconde un peu au-dessus, là ici, hein, au niveau du update, pour qu'on ait le temps de chargement tout simplement euh, de notre matrice clavier en mémoire, pour qu'ensuite on puisse l'utiliser. Sinon, en effet, on avait décidé d'appuyer, qu'on appuyait sur la touche Escape, de quitter le programme. Bah, le programme, lui, teste, hein, tout simplement si la touche est pressée. Par défaut, la matrice, et quand on n'appuie pas sur les touches, euh, tout l'ensemble des bits, hein, tout simplement, qui constituent les lignes matricielles, je dirais, et les touches sont à 1. C'est pour ça que nous avons du FF, hein. Nous avons les 4 bits haut et 4 bits bas de l'octet qui sont à 1. 4 bits à 1, c'est du 15, ça fait du F en hexadécimal, donc on a bien du FF.
D'accord? Donc tout doit être à FF quand la matrice n'est pas, enfin quand on n'appuie pas sur les touches. Le souci qui se pose, c'est le suivant, c'est que nous, on va utiliser un emplacement mémoire qui est l'adresse 40 pour venir stocker justement chaque octet de nos lignes de cette matrice. Or, à l'emplacement mémoire 0,40 ou, ou JES 40, ces octets sont à 0. Et comme nous avons pris comment je dirais ça, la décision, hein, comme j'ai pris la décision que pour éviter les rebonds, pour éviter de devoir à chaque fois appeler la fonction de scan du clavier avant de pouvoir lire les touches, je préfère utiliser au niveau de l'interruption au désir Q de la machine, c'est-à-dire l'IM1 qui s'exécute tous les 300 centièmes de seconde. Donc j'ai dit, moi, je vais mettre trois interruptions, c'est-à-dire 3 fois 3 centièmes de seconde pour lire le clavier, pour éviter l'effet rebond que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. D'accord? Ce qui fait que ici, quand le programme se lance, ici, moi, l'instruction qui est ici, quand je fais le M, ce qui précède KX, on vient lire à l'emplacement de la RAM l'octet dans lequel est représentée la touche qui est escape, et on regarde le bit, s'il est à 1 ou il est en 0. D'accord? S'il est à 1, c'est qu'il n'est pas pressé. S'il est à 0, c'est que la touche est pressée. Donc, comme au départ, la machine se lance et que nous n'avons pas encore lu l'état de la matrice clavier, ben ici, on fait automatiquement la sortie. Donc, on se doit de soit mettre mettre une temporisation, c'est-à-dire d'attendre les trois euh, les trois interruptions avec des halts, comme on a vu à la vidéo précédente, c'est-à-dire un halt va attendre, va arrêter l'exécution du programme, attendre tout simplement qu'il y a une interruption qui est faite et puis continuer le programme. Donc, on attend comme ça trois halts, c'est-à-dire qu'on attend que trois interruptions soient passées avant de continuer le programme. Ce qui permet en effet, puisque nous on a mis notre scan de notre matrice clavier sur la troisième interruption, si on attend que trois interruptions sont passées, on sait que la matrice sera lue. Et dans ce cas, on peut continuer. Bon, ça c'est une façon qu'on peut mettre en place, qui fonctionne. C'est pas gênant. C'est même, je dirais, quelque chose de courant hein, dans les jeux rétro hein, pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Moi, ce que je veux faire, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus rigoureux. Enfin, rigoureux, c'est pas le terme, mais quelque chose de quelque chose de propre. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser le clavier, on se doit, on devrait normalement initialiser le buffet clavier. C'est-à-dire que à l'emplacement mémoire 40, on sait que quand les touches du clavier ne sont pas appuyées, on doit avoir les 10 octets hein, qui soient en un état où chacun des octets, l'ensemble des bits soit égal à 1, c'est-à-dire des FF partout. Et c'est ce qu'on va aujourd'hui voir. C'est pas une obligation, on peut attendre tout simplement trois interruptions et
faire en sorte comme ça que le clavier soit lu. Hein. On pourrait très bien faire un un MKBD init ici avec trois alt pour pouvoir continuer. Maintenant, on est ici dans, je dirais, quelque chose de pédagogique. On essaye de comprendre, on essaye d'imaginer comment fonctionne la machine. Enfin, même pas imaginer, hein, on voit l'entraille de la machine, je dirais, hein, comment est constituée la machine, c'est les puces, l'électronique, comment on programme ces puces au niveau hard, hein, au niveau vraiment matériel, et non pas juste au niveau surface, c'est-à-dire logiciel. Donc, je vais revenir sur cela, parce que cela n'a pas été compris par tous. Et c'est normal, puisque je voulais été très vite et mal expliqué. D'accord? Donc, on va reprendre l'exemple sur la touche Escape. D'accord? Donc, on sait que la touche, nous, Escape ici, qui est ici, d'accord? Celle-ci se trouve à la ligne numéro 8, d'accord? Et sur la ligne numéro 8, vous avez ici 8 touches. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 touches qui sont scannées. Quand vous scannez la ligne numéro 8, ben, ces 8 touches-là hein, qui sont scannées. Ces 8 touches ici sont codées sur un octet, c'est-à-dire sur 8 bits. Si le bit est à 1, ça veut dire que la touche ben, n'a pas été actionnée. Si le bit est à 0, ça veut dire qu'elle a été actionnée. Pour pouvoir, je dirais, coder cette représentation de la touche Escape, je dois pouvoir dire à un moment donné, je vais aller chercher la ligne numéro 8 ou l'octet correspondant à la ligne numéro 8 dans mon buffet mémoire. Comme j'ai besoin, moi, de deux éléments pour pouvoir le lire, c'est-à-dire le numéro de la ligne, je sais que le numéro de la ligne va aller de 0 à 9, puisque nous avons 10 lignes, que pour coder cela de 0 à 9, j'ai besoin de combien de bits? 1, 2, 4, 8. 8 et 1, 10, j'ai besoin de 4 bits. J'ai besoin de 4 bits pour coder le numéro de la ligne que je souhaite pouvoir tester une touche. Et comme chacune des lignes est codée 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, 7 bits, hein. J'ai besoin de combien d'octets pour coder le nombre 7? J'en ai besoin que de 3. 1, 2, 4. 4 et 2, 6 et un 7. Et si rien les 3 bits sont à 0, ça fait 0. Donc je peux coder sur 3 bits l'emplacement de la touche ou du bit à tester. Comment, du coup, je fais cela? Alors, attendez, je vais supprimer déjà ça, qui est une erreur. Comment je fais cela? Bon. Donc, moi, je sais, ici, que je vais devoir aller chercher euh, la ligne numéro 8 sur, donc j'ai 4 et 3. Hein, j'ai 4 bits pour la ligne, 3 bits et 3 bits pour pouvoir tester le, la touche en question dans cette ligne. D'accord?
4 et 3, ça fait 7. Un octet, ben, c'est 8 bits. Donc je peux coder le tout dans un seul octet. Même si je n'ai pas cette obligation de le faire, je le fais pourquoi? Je le fais pour pouvoir vous montrer un peu des techniques avancées en programmation où vous pourrez programmer ou comprendre la programmation au au niveau des bits. C'est-à-dire on se doit euh, de prendre un minimum, hein, tout simplement, de bits, hein, d'octets, hein, pour pouvoir programmer. La base essentielle sur la programmation de ces petites machines, qui ont très peu de moyens d'espace, hein, en nombre d'octets, c'est de conserver un maximum d'octets. Toujours. Toujours essayer de coder sur un minimum d'octets et de coder sur une vitesse la plus rapide possible en termes de cycle machine. Voilà, c'est le principe. Le principe, il est là. Vous devez toujours en tête, je programme le plus simple possible avec un minimum d'octets. Donc, si je peux réduire euh, mon- une instruction sur un seul octet, je le fais. Même si je pourrais le faire sur deux octets, ben, je peux le faire sur un, je le fais sur un. Si j'ai une instruction qui prend 4 cycles et une autre qui prend 5 cycles, je me débrouille pour faire en sorte que je prends l'instruction qui est le plus rapide possible en termes de cycle. C'est la base fondamentale si vous souhaitez avoir quelque chose qui va être fluide, qui va être rapide sur ces machines. Même si vous vous dites, ah ben écoute, allez, on va gratter un cycle. Bon, des fois, c'est pas. Voilà, mais c'est la base. C'est la base de se dire tout le temps, bon, comment je vais pouvoir réduire même un cycle, quatre cycles, un octet, etc. D'accord? Donc, pour revenir à nos moutons, il nous faut donc 7 bits pour coder ligne et byte, hein, c'est-à-dire avoir la ligne ici qui représente dans mon tableau de buffet mémoire, il me faut le numéro de bit correspondant à la ligne de la matrice et ensuite il me faudra dans l'octet qui est codé, récupérer tout simplement, bon là on va se concentrer sur la chiffre escape, ben là 0, 1 et 2, c'est le bit numéro 2 qui doit être testé. Line 8, bit 2. D'accord? Donc si moi je prends mon chiffre 8, je vais le prendre en décimale, ça sera plus simple. Donc ma ligne numéro 8, bah, comme je veux que les 3 bits bas de mon octet me servent tout simplement pour décoder tout simplement ici de 0 à 7, je vais le décaler de 3 bits vers la gauche. D'accord? C'est-à-dire je vais faire un lift de 3. D'accord? C'est-à-dire, si vous préférez voir en binaire, ben, sur mes 8 bits, là où j'avais 1, 2, 4, 8, d'accord? Ben, j'ai découpé ici les 3 bits et j'ai décalé le reste de 3 bits de 3 bits à droite. Donc j'ai ici fait une coupure et ici je retrouve 1, 2, 4 et 8 à partir de la coupure des trois à partir enfin du quatrième bit, d'accord? J'ai ces trois bits ici qui vont servir pour coder le bit dans mon octet à tester et j'ai les 4 bits ici qui correspondent à la ligne, d'accord? Et ensuite je fais un OU logique, hein, je reviens ici, là, je fais un OR pour tester le bit numéro 0, 1 et 2. Donc je fais un OR 2
pour ajouter, hein, je rappelle que l'instruction OR, je vais vous le représenter après, donc ça fait 66, et donc en binaire, vous voyez, on a bien 1 et 2, donc bien le bit 2, qui est ici euh, euh, testé, hein. Qu'est-ce que j'ai fait moi? 1, 2, 1, oui c'est ça, le bit 2 qui est testé. Donc j'ai bien le bit numéro 1, le bit numéro 2, donc on est bien sur le... Ouais, c'est ça. Le bit numéro 2, d'accord. Donc on a une représentation en décimale qui est égale à 66, mais au fait l'octet vaut 66, mais nous c'est pas la valeur de l'octet, hein, qui nous intéresse, c'est sa représentation binaire, son encodage binaire qui est un peu particulière puisque nous on ne prend pas les 4 octets ici du poids faible et les 4 octets du poids fort. On prend et on a besoin que des 3 premiers bits pour coder de 0 à 7, c'est-à-dire la touche qu'on veut tester, et on prend les bits 4, 5, 6, 7 pour coder la ligne de notre matrice. D'accord? Et on fait le schéma inverse, hein, donc ici, si vous préférez, lorsqu'on souhaite, alors je vous montre le codage qu'on a fait de l'escape, hein, de la touche escape. Donc on est sur la ligne numéro 8 que je vais décaler de 3, un bit vers la gauche, comme on vient de le faire, et on fait un OU, la barre oblique ici, 2, pour venir ajouter le nombre 2. Ce qui fait, au fait, si vous préférez, en termes de programmation, ici, on a donc 1, 1, 2, 3. On a ça, hein, c'est pour le 8, là. On a, ici, c'est le chiffre 0, le premier bit, c'est 1, 2, 4, 8. D'accord? Que je vais décaler de 3 rangs vers la gauche, hein. Donc ici, ces éléments-là, je vais les décaler de 3 rangs vers la gauche, c'est-à-dire que les bits qui sont ici, je les décale, donc je rajoute 3 bits ici, d'accord? Parce que ces 3 bits ici vont coder tout simplement le, le- la touche, le numéro de la touche dans lequel je veux, moi, tester si le bit est à 1 ou à 0, et je fais un OR 2. Donc un OR 2, ici l'instruction OR 2, donc c'est comme si j'avais ça au fait, hein, 0, 1, puisque c'est toujours 1, 2, 4. 8, 16, 32, 64, d'accord? Mais moi, c'est le chiffre 2. Donc le 2, binairement, est codé sur le bit numéro 0 ou 1, le bit numéro 1, si vous préférez, si on compte à partir de 0, le bit numéro 2, si on compte à partir de 1. D'accord? Donc nous, c'est le bit 2, puisqu'on commence ici à 1. Hein, d'accord? Et le OR, la table de OR, c'est quand on a 0, 0, ça fait 0. Si j'ai 0, 1 ou 1, 0, ça fait 1. D'accord? Donc c'est comme si j'avais ici 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Puisque la table OR, c'est si j'ai 0, 0, je fais du 0. Si j'ai du 1, 0, je fais du 1. Si j'ai du 1, 1, je fais du 1. Si j'ai du 0, 1, je fais du 1. Donc on a bien codé 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, qui correspond donc sur cette partie ici, la ligne ou l'adresse ou le numéro le- de l'octet que je vais devoir, ou l'index du tableau du buffet où je devrais aller chercher l'octet. Et dans cet octet ici, dans la partie basse,
j'ai le numéro du bit, je dirais, à tester. À l'occurrence, je vais devoir tester le bit numéro 2. Et c'est ainsi que on procède. Alors, pour toutes les touches. Alors, et si je, alors, hop, je vais effacer, je vais revenir en arrière, ça, pour effacer. D'accord? Et donc maintenant, si je viens ici pour faire le décodage, eh ben, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est-à-dire que je viens faire l'opération inverse, hein. C'est-à-dire que je sais, moi, que j'ai du L8 pour la ligne, du B2 pour la touche escape, qui est encodée donc en un octet qui est représenté en binaire par 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. C'est ce qu'on on vient de voir ici, hein. Hein, donc 0, 1, voilà, ici, hein. Donc 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 et 0, puisque un octet c'est 8 bits. Bon, ici le 0, les 0 qui sont après le 1 ici, enfin qui sont avant, ne sont pas affichés, mais c'est bien un octet, c'est bien 8 bits, hein. Retenez cela, hein. D'accord? Donc là, ici, maintenant, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire que je vais faire un décalage de 3 bits vers la droite, d'accord? De façon à pouvoir récupérer la ligne. Donc en faisant un décalage de 3 bits vers la droite, bah, vous voyez bien que nous arrivons sur, on est ici, hein, tout simplement, et on décale vers la droite. On ne fait pas une rotation, hein, on fait un décalage, c'est-à-dire que les bits de poids fort vont passer à zéro, et les bits qui sont derrière ici, bon, ben, vont s'effacer. Donc on arrive à cette représentation ici, hein. On a décalé, donc on a rajouté 3 zéros ici. D'accord? Et donc on arrive à 0, 1, 0, 0, 0, ce qui fait bien 1, 2, 4, 8. Donc on a bien le retour de la valeur 8 ici, hein. KBR buffer RAM, c'est l'adresse de ma mémoire où est implanté le premier octet euh, de mon buffet de mon clavier. Donc si je l'ai, nous on le sait, hein, on l'a implanté à l'adresse 40 hein, en hexadécimal. Si je lui rajoute 8, donc je suis à l'adresse 48. Dans A, j'ai donc dièse 48. D'accord? Et ensuite, j'ai besoin, moi, de connaître le masque ou le numéro de la colonne, enfin du bit à tester. Soit j'ai l'instruction byte, BIT, qui me permet de tester directement le bit, d'accord? C'est-à-dire que là, on est sur la valeur numéro 2. Donc si je reviens ici, je peux dire, ben, moi, je veux tester le bit numéro 2, c'est-à-dire 0, 1, 2, pour tester escape. D'accord? Mais là, c'est un test au niveau du bit avec l'instruction BIT. BIT, bah, ça fonctionne, hein. Si je fais un bit 2, il va me tester le bit numéro 2 de mon octet. Le problème, c'est qu'on a vu que cette instruction est un petit peu plus lente que le AND. Un AND prend 7 cycles, un bit prend 8 cycles. On pourrait dire que c'est négligeable, hein. C'est un cycle, c'est c'est rien quoi, c'est des microsecondes. Mais dans l'esprit rétrogamine, il faut réfléchir à tout le temps, tout le temps, tout le temps, à se dire bah, où je peux gratter des cycles, où je peux gratter des octets. Alors, soit on le fait au fur et à mesure qu'on programme, soit on le fera à la fin si en effet on se rend compte qu'il y a des latences, que le programme il rame, que c'est pas fluide, etc. Quand on a l'idée, quand on le voit, hein, quand on y pense,
Eh ben, on le fait tout de suite. Comme ça, on n'a plus besoin de revenir en arrière. D'accord? Donc, on va utiliser non pas le test du bait, mais un masque. C'est l'instruction AND ici, qui est l'instruction Z80 d'un masque. Alors que ici, le et qui est ici, c'est une instruction logique du précompilateur qui vient tester tout simplement les 3 bits qui constituent le nombre 7, c'est-à-dire les bits 0, 1 et 2. C'est pas la même chose. Quand on fait un AND 4, c'est comme si on allait tester tout simplement on a vu juste avant le OR. Vous savez, je vous ai montré là pour faire un OR. Ici, je vous avais je vous avais fait juste à côté, là, je vous avais fait voir la table du OR, hein, où on fait donc 0, 1, ça fait 1, 1, 1, ça fait. D'accord? Ben, là, c'est pareil avec l'instruction AND. On va pas tester le bit s'il est à 0 ou à 1, on va faire un masque. C'est-à-dire que je l'ai fait un peu plus bas, ouais, donc on va y revenir un peu plus bas. D'accord? Donc là, on fait un décalage de 3 bits vers la droite, 3 bits vers la droite, niveau préprocesseur. D'accord? Donc là, c'est bien un décalage de bits et pas de rotation. D'accord? Et donc, on obtient la ligne. Donc, LD à JS48, puisqu'on sait qu'on commence à l'emplacement 40. 40 plus 8, ben, ça fait 48, hein. Voilà. D'accord? Et maintenant, on a besoin, nous, de pouvoir tester euh, la touche, c'est-à-dire escape, qui est le bit numéro 2 de notre octet, hein, qui a été encodé juste avant, hein, qu'on avait vu ici, hein, qui fait la valeur décimale 66, mais au fait qu'en binaire, ben, correspond à ça. Hein, d'accord? Et donc, on a besoin de récupérer, nous, les 3 positions ici, hein, les 3 derniers bits, là, d'accord? Pour faire ça, ben, on a une priorité des opérateurs, qui est que on doit d'abord traiter tout ce qui est entre parenthèses, qui a une priorité plus importante au niveau arithmétique. D'accord? Donc lui, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord me calculer ce qui est entre parenthèses. Donc il va me calculer la touche qui est notre 66 en binaire euh, et 7. Donc ça, je l'ai repris ici. D'accord? Donc j'ai mon AND 1 décalé ici et j'ai mon instruction ici qui est ma valeur qui est ici, hein, tout simplement, hein, qui est ma valeur qui est ici, que je reporte, et bah, 7 c'est 1, 2, 4. Hein, c'est les bits 0, 1 et 2 qui sont à 1, qui font 1, 2, 4, donc 4, 5, 6, 7. D'accord? Si je fais la table logique du et, c'est 0, 0, j'ai du 0, 1, 0, j'ai du 1, 1, 1, j'ai du 1, et 0, 0, 0, j'ai du 0, 0, 1, j'ai du 0, 1, 1, j'ai du 1, et 1, 0, j'ai du 0. Voilà, ça c'est la table logique. Donc si je reprends du coup ça et ça, bah, ça va me donner ça. Hein. Le seul bit qui qui correspond, je dirais, qui est à la fois dans la partie de gauche et de la partie de droite, on voit qu'il n'y a que celui-ci. Celui-ci, ici, bah, il y a un et un. Donc je le reporte ici. D'accord? Une fois que j'ai reporté ici ce nombre-là, hein, l'opération logique ici du et, je reviens, donc j'ai toujours mon 1 AND 1 de décalage
0,1. Donc il va maintenant s'occuper de faire le décalage. D'accord? 1 en binaire, ben, c'est 1 et tous des zéros. D'accord? Hein, donc c'est 1, c'est le premier bit qui est à 1 qui fait 1. Et je vais devoir faire le décalage. Le décalage de quoi? Bah, j'ai le décalage, j'ai ce nombre ici. Le nombre ici, c'est 2. D'accord? Donc on va décaler de 2 positions le nombre 1. Et en décalant ce nombre ici 1 de 2 positions vers la droite, bah, vous voyez que le 1 ici va se décaler ici. Donc on aura 1, 2 et 4. Donc j'aurai l'instruction en 4. Donc dans mon programme, il sera codé LD A,dièse 48 en 4. Ce fameux AND 4 teste le bit 2 sous forme de masque, puisque du coup, on aura euh, l'octet dans A de la ligne 48, on le connaît, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et le AND 4, ben, on le connaît, le nombre 4, ben, c'est euh, j'ai mis ça où? Ici. Hop, alors on a ça. 0, 1, 0. Oui, parce que du coup ici il a fait le décalage avec le 1 et il teste au fait la touche décalée avec le 7. Donc il vient bien tester au fait le bit qui est ici. Euh, ouais, j'aimerais pouvoir l'expliquer mieux que ça, quoi. Expliquer comme ça, peut-être.
cas, on doit bien tester pour tester le bit 2, 0, 1, 2. Pourquoi? Parce que la problématique, elle est là, c'est que d'un côté, on teste le bit qui commence à 0. Donc on dit bien que c'est la touche Escape, ben, c'est 0, 1 et 2. Hein, donc c'est le bit 2. Et ensuite, il y a le AND 4. Il vient tester le bit. Mais le bit en lui-même, sa valeur, c'est en, en chiffres, c'est 1, 2, 4. D'accord? C'est-à-dire que 4 en binaire, le 4 ici, le AND 4, ben, ça correspond au bit numéro 3. Et le bit numéro 3 ici, ouais, là j'ai mis 2, mais c'est la représentation 2 du... Ah, c'est pas évident à expliquer, hein. D'accord? C'est-à-dire que je veux dire, je veux tester, moi, le bit numéro 2. Mais je le mets en chiffres. Je dis le bit numéro 2. Mais au fait, le bit numéro 2, c'est le troisième, puisque c'est un, 2 et 3. Mais moi, je dis que c'est le bit numéro 2. Donc, comme je reprends sa valeur AND, quand je dis AND 4, je fais En fait, si vous préférez, là ici, quand je vais aller chercher le AND 48, euh, je, je- moi, comment je vais dire ça? Je veux tester le bit numéro ici 2, mais le bit numéro 2, c'est ça que je veux faire, c'est compliqué parce que le bit numéro 2, on commence à 0. Donc à 0, c'est le bit numéro 3. Et le numéro 3, bah, c'est 1, 2, 4, donc c'est à la valeur 4. Et c'est pour ça qu'on a le AND 4. Et le AND 4, c'est bien tester le bit numéro 2. Donc 1 et 2. Bon, je pense que je sais pas comment l'expliquer mieux. Donc après, si quelqu'un peut l'expliquer mieux, ben écoutez, voilà, j'espère que ça sera un peu plus clair pour vous. Hein. De toute façon, on y reviendra sur ces histoires de décalage de bits, de rotation de bits, puisqu'on va travailler à l'essentiel, hein, tout simplement, on va économiser au maximum d'octets, donc du coup, on va devoir travailler au niveau des bits. On va pas sur un octet. Si l'octet, on doit pouvoir coder, admettons, trois chiffres de 7, allant de 0 à 7. Bon, on va prendre 3, 3, 3. 3, 6, 9, non, ça va pas. Donc, si on a, mettons, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, bah, deux cadrans, mettons, allant de 0 à 7, deux cadrans allant de 0 à 7, donc 7, 7, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est ça. Bah, on le codera sur un seul octet. On va pas prendre deux octets et mettre deux fois le chiffre 7, alors qu'on peut coder deux fois le chiffre 7 dans un seul octet. Hein, d'accord? On gratte un octet. Bon, j'espère que, voilà, bah, je pense que vous allez pouvoir euh, forcer la compréhension vous-même, hein, tout simplement. Bon, sinon revenons à nous moutons, puisque nous souhaitons nous coder notre programme ici qui va nous faire le mKebarini. Donc le mKebarini, il y a deux façons de le coder. Je vais vous montrer ça. C'est soit une façon classique, où je vous avais également expliqué dans une vidéo précédente qu'on peut utiliser la pile pour faire de l'optimisation. Ah oui, hein, on est passé sur un niveau technique un peu plus évolué, hein. Que ça soit là sur la lecture du clavier, et ça devient tout de suite plus dans la réflexion et la technicité. On n'est plus simplement à faire un code basique, on est à réfléchir comment tout optimiser. Donc je vous montre la fonction mkbardini de base.
Donc une façon simple de faire, ben, ça serait de se dire, eh ben, euh, je charge. Alors là, le plus simple, hein, vous, le plus simple, vous, ce qui vous était demandé, hein, à la base, ben, le plus simple, c'est c'était de faire comme ça, hein. C'est de faire LD, même pas, JS40, voilà. Alors JS40, ah bah, c'est buffet, c'est ça, hein, c'est Kebar buffet rhum, hein, ici, virgule, jazz, jazz FF, voilà. Hein. Ou, comme vous savez que ça commence à 40, bah, faire ceci, hein, jazz 40, virgule, jazz FF, c'est-à-dire que je mets la valeur FF à l'adresse 40. Bon, ça, je vais même. Oh, quoi que si, allez, je vais tester vite fait pour voir si le processeur accepte ça. Enfin, si le compilateur accepte ça. S'il accepte pas, à mon avis, il va jeter puisque c'est l'adressage direct, à mon avis, mais je vais pas vous induire en erreur. Hop, je vais compiler, ça passe ou ça passe pas. Voilà, il rejette. Voilà. Vous avez l'erreur, il vous dit directement que pour pouvoir faire ça, seuls les registres A, B, C et 1 sont permis de faire de l'adressage direct. Donc du coup, ça ne passe pas. Donc comme ça ne passe pas, vous avez l'instruction qui dit que c'est pas possible. Bah, vous êtes obligé de faire un LD. Si j'arrive à le faire, allez, LD ici. Oh, hop, virgule FF. Et ici, faire un virgule O. Voilà. Et puis, on s'embête pas. On fait le LD copie. On fait le LD ici, CTRL V. Merde, il n'a pas pris. Ah, 41,1 jusqu'à 48, jusqu'à 49. Puisque nous, on a les 10 octets de l'adresse 40 à 49. Donc 40, enfin, les 10 octets de l'adresse 40 à 49, ce qui fait bien nos 10 octets. Ça va fonctionner. Normalement, ça doit fonctionner. Hop. Alors, on va vérifier. Je compile. S'il compile, c'est que ça prend le. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. D'accord? Bon, j'attends qu'il s'ouvre l'émulateur. Donc vous, l'exercice, je vais le fermer, je n'ai plus besoin. Voilà. Vous, l'exercice que vous aviez à faire, était celui-là, c'est-à-dire de mettre dans le registre A le JSFF et ensuite de faire des LDJ 40,A, 41,A, et ça jusque, je vais faire point, point, point ici, ici jusque LD, donc jusque LD, ici. JS 48, 49, virgule A. Voilà. Et en faisant ça, bah, vous aviez rempli tout simplement euh, toutes les octets de la mémoire de 40 à 49 à la valeur de FF. D'accord? Alors, faire ceci, ça va bouffer. Alors, est-ce que j'ai plus en tête la valeur de l'instruction? Euh,
plus en tête que je pourrais chercher ça, moi. Bon, ça va vous bouffer beaucoup d'octets, hein, puisque ça c'est une, 2, 3, je crois, 4, 3 octets. Ça doit être à peu près 3 octets. Ah bah je l'ai ici, voilà. Hein, c'est l'instruction qui est ici. 2 octets 10 cycles. Hein. Donc vous avez en faisant ça ici 2. Alors, 12 octets, voilà, 2 octets 10 cycles. Voilà. Alors, non, ça doit être moins que ça. Parce que là, on met un registre A. Non, je peux pas le faire comme ça. Mince. Ça, je vais ouvrir le navigateur. Il faut que je vais voir. Je vais rouvrir mon navigateur parce que maintenant je ferme les navigateurs, vous voyez, pour essayer d'économiser en mémoire, pour que la vidéo rame moins. Hein, donc je vais recharger le navigateur. Alors, je vais retourner dans mon historisation ici et rouvrir ici. Moi, c'est lui que je veux aller voir. Non, pas lui, ici. Alors, lui, par contre, je ferme parce que ça me bouffe de la mémoire. Voilà, donc lui, il va me charger ma page. Voilà, donc j'aurai. Vous voyez, tout de suite, ça rame. Alors, j'aurai. Allez. Allez, voilà, vous voyez, c'est pour ça que je ferme le navigateur, parce qu'avec l'outil de capture derrière, arrivé. Faut vraiment que je change de machine, hein, mais. Bon, alors, elle est où, moi? Allez, il va afficher ou il va pas afficher, là, il affiche plus rien. Ah, ça y est, il m'a affiché. Bah, dis donc. Voilà, LDNN 1,1, alors si je vais dessus. Allez, affiche-moi. 3 bits et 13 cycles. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà, donc c'est 3 octets et 13 cycles ici. Bon, attendez, je vais refermer l'autre côté. Voilà, ici. Euh, fermer la fenêtre. Voilà, donc là, c'est 3 octets et 13 cycles. Fois 10. Hein, puisqu'on a des lignes, hein, donc de 40 à 49. Et LDA,FF, c'est pareil que le DE égale JSFF ici, ça doit être à peu près. Bon, bref, si je multiplie par 10, ça va me faire ici du 30 octets. Au total, à peu près, hein, ça va me faire du 30 octets.
30 octets. Allez, du 30 octets. Je vais mettre mon haut. Je vais y arriver. Voilà, 130 cycles. Hein. 130, on va dire 130, allez, 133 cycles, si on, 140 cycles, on va dire à peu près. Avec le A dièse ici qui doit faire à peu près une dizaine de cycles et 2 octets, donc ça va faire à peu près 32 octets et 140 cycles. Bon, voilà, donc si on le fait comme ça, c'est ce qui va être le plus rapide. Là, vous ne pourrez pas faire le plus rapide possible, hein, voilà, c'est les instructions. Voilà, il n'y a pas plus rapide. Hein, donc 140 cycles, c'est 140 cycles. C'est sur ces instructions de base le plus rapide. Bon, et on a 32 octets. D'accord? Bon, donc on essaye de gratter hein, des octets au maximum. Donc on se dit, ben, on a une instruction LDIR qui permet de copier d'un emplacement à une autre, tout simplement des valeurs. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la recopie, tout simplement, euh, en cascade avec l'instruction LDIR. Hein, donc l'instruction LDIR, je vais copier. Alors, bah, ah merde, je l'ai fermé, je peux plus, ouais, j'ai plus en tête. Va copier HL dans DE, incrémenter HL, incrémenter DE et décrémenter BC. HL dans DE, d'accord, je vais tac, 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 tac. D'accord, donc comme. Non, il va mettre DE dans HL. Non, il va mettre HL dans DE, c'est ça. D'accord? Et HL dans DE, incrémenter D, voilà. Donc en bref, on va recopier tout simplement ici dans HL la valeur de départ. Hein, donc on va mettre à l'adresse de HL la valeur qu'on veut copier. Hein, d'accord? Donc à l'adresse 40, on va mettre bah, notre fameux FF, ce qu'on a fait ici. Hein, voilà, on va faire cette première instruction avec un registre HL. Ensuite, on va mettre dans DE bah, la valeur du buffet bah, plus 1, c'est-à-dire on va reprendre notre valeur FF ici, d'accord? Et on va, comme on a déjà copié une fois notre FF, on le supprime de la taille du buffet, d'accord? Et lui, il va donc incrémenter bah, comme on va lire le DE plus 1, bah, il va copier, il va copier à l'adresse HL FF à HL plus 1 HL, HL plus 2 HL, etc. Donc il va remplir nos 10 lignes comme ça. D'accord. Alors on a du coup j'ai calculé vite fait, enfin vite fait j'ai calculé l'économie. Donc on passe à 13 octets. Par contre, on est à 224 cycles. D'accord? Donc on voit que on a gagné en octets. Ah, c'était l'objectif, hein, gagner des octets puisque on n'est jamais en cours d'octets. Donc on a économisé 19, 18, non, 19 octets, ce qui est bien. Par contre, on a doublé en termes de cycles. D'accord? Donc du coup, j'ai cherché une version ben, beaucoup plus rapide et plus et prenant moins d'octets, d'accord? Et donc ça, je vais le supprimer puisque je vous l'ai montré. Hein. Et donc du coup, je me suis dit, je vais utiliser la pile pour optimiser, d'accord? Donc là, on voit qu'en utilisant la pile, l'optimisation de la pile, on, on va passer à 75 cycles et 11 octets. C'est-à-dire qu'en utilisant le système de pile, je vais pouvoir copier mes 10 octets avec une valeur FF euh, plus rapide que les instructions de base
que nous avions avec le LD dièse 40,A hein, et en moins d'octets. Bon, comment ça se passe? La pile, vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'elle va sauvegarder une adresse hein, en mémoire hein, pour pouvoir la restituer. Hein, d'accord? Donc moi, je vais empiler tout simplement dans mon registre de destination 2 fois FF, puisque je veux mettre FF. Je vais lui indiquer que je vais repositionner l'adresse de ma pile bah, à l'adresse de mon buffet de clavier plus la taille de mon buffet, c'est-à-dire à l'adresse 49, parce que 40, 50, non 4F, 49, ouais 4F, à l'adresse 4F. Pourquoi? Parce que quand on empile en remontant. Hein, souvenez-vous l'histoire de la cassette, hein, de la pile d'assiettes. Vous empilez les uns sur les autres. Tac, tac, tac. Donc on commence à 4F. Quand je vais empiler ici 2 octets, je vais empiler 48, 48, 49. Ici, je vais rempiler au-dessus, donc 48, 49, donc 47, 44, 46, et ainsi de suite. Et à la fin, je serai bien à 40, 41. D'accord? Pour faire ça, alors attention, là, ça, je vais vous montrer où on va l'implanter. D'accord? Rappelez-vous que vous, ici, quand vous avez fait votre mkbar init, vous l'implantez ici. Hein. Si vous avez fait la version de base avec le LDA,GFF et ensuite LD 40,A, etc. 10 fois, vous l'avez implanté ici. D'accord? Nous, on va pas l'implanter ici. Pourquoi? Euh, Parce que je vais moi estimer, et ça c'est, comment je dirais ça, euh, c'est une décision de développement hein, qui est prise. Hein. C'est-à-dire que moi je considère que le clavier doit être initialisé par le système. C'est-à-dire le système doit initialiser avant avant d'utiliser le système, ce système doit s'initialiser. C'est pas normal que le système se lance et qu'il y a des choses que je dois moi initialiser après derrière pour pouvoir faire fonctionner le système. D'accord? Donc du coup, je vais l'implanter moi directement dans l'initialisation du système. Donc je vais l'implanter ici. Pourquoi je l'implante ici? Parce que ici, c'est le début initial du programme. J'ai bah, désactivé, désactivé ou interdit les interruptions. D'accord? Du fait que j'ai fait ça, je sais que je vais rien empiler. Hein, au niveau de mon code, je vais ni empiler sur la pile euh, des, des retours d'adresse d'interruption et je ne fais pas de call, je ne fais pas de, enfin, je fais pas d'instruction qui nécessite que la pile, que l'adresse où ma pile est implantée soit utilisée. Voilà, d'accord? Du coup, j'implante ici mon MKBAR, mon MKBAR ini ici, hein, que j'ai créé ici, d'accord? Je vais l'implanter dans mon système. Donc lui, par défaut, il va me faire ces instructions-là. Donc la pile, je vais la modifier. Hein, la pile système, je vais la modifier. Mais c'est pas en soi, pour moi, je me dis c'est pas gênant, puisqu'ensuite derrière, je vais la réinitialiser. En gros, si vous préférez, j'utilise l'adresse 40 pour utiliser ma pile, voilà, que je,
et qu'ensuite je me débarrasse, puisque une fois que j'ai inséré les FFF à l'adresse 40 par ce biais-là, je réinitialise pour moi mon programme, ma pile à start. Hein. Bon, je vous remonte l'initialisation de la pile. Je fais une sauvegarde de la pile actuelle en 3C, d'accord? Hum, Alors ça va m'embêter par contre. Donc du coup, je suis obligé de retirer ça ici. Ok, hop. Et pourquoi je fais ça? Parce que regardez, hop, et je vais le mettre ici, ça. Je reverrai après les instructions. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, je vais faire comme ça. Voilà. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que lui, le MK ici, il me il me change l'adresse de ma pile. Il me met l'adresse de ma pile à Kebar Buffet Kebar plus Kebar Buffet Size. Donc il me le met à 49. D'accord? Et ensuite, je vais dépiler, 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 dépiler. Donc je vais arriver à l'adresse 40. Donc ça veut dire que mon LDSP ici sera l'adresse 40. Or, après, moi je fais mon initialisation ici qui va dire, ah ben tu me sauvegardes la pile de départ à l'adresse 40. Or, moi la pile de départ, c'est pas la pile que j'ai redéfinie dans le clavier, c'est la pile que j'avais avant, ici, avant de commencer quoi que ce soit. Donc je vais ici sauvegarder à l'adresse 3C ma pile. Je vais faire ici comme ça. 1, 2, 3. Je vais taper sauvegarde, sauvegarder la pile. C'est là, c'est là, c'est. Voilà. Je sauvegarde l'adresse de la pile hein, en à l'adresse ou à dièse 3C. Alors pourquoi dièse 3C? Parce que je sais qu'à cet emplacement-là, j'ai des octets qui ne sont pas utilisés. Donc en faisant cette sauvegarde de la pile, qui sera donc sur 2 octets, hein, puisque c'est une adresse, hein, donc c'est de la pile en 3C 3D. C'est 3D. D'accord? Donc je sais qu'aux octets 3C 3D, j'aurai l'emplacement de ma pile. Il est sauvegardé. De façon à pouvoir la réutiliser ou je sais plus, j'ai mis une. Attendez, parce que là ici, est-ce que j'ai mis une variable pour dire pile non, parce que 3C ça parle pas. Alors, 68, alors vous voyez. Donc du coup, je vais rajouter moi ici gateway, définition du système. Je vais rajouter ici euh, stack. Stack. J'arrive à trouver mon cœur. Old stack qui sera égal à EQ. JS3C.
On essaie toujours, pas all stack, comment je dis, stack org, origin stack, donc org, voilà, ça sera plus parlant comme ça, org, org stack, voilà, d'accord, voilà, hop, comme ça je coupe ça, et ça, je sais, c'est le stack d'origine que je sauvegarde moi ici, voilà, CTRL V, comme ça c'est plus parlant, hein, d'accord? Toujours essayer d'éviter les chiffres magiques qu'on comprend pas. Quand on voit ça, bah, on connaît un peu le langage Z80. Entre parenthèses, on se dit, ah, on va sauvegarder à l'emplacement org stack la pile, l'adresse de la pile. Hein, d'accord? Et puis un peu plus bas, bah, on voit qu'ici il est marqué 3C, 3D, donc 3D, 3C, 3D. Hein, 3C, 3D, à l'adresse 3C, à l'adresse 3C. Et on sait qu'une adresse c'est codé sur 2 octets, donc on sait que c'est du 3C 3D, hein, tout simplement, à l'adresse 3C. Voilà, donc on sait qu'à l'adresse 3C, on aura la valeur de la pile avant toute modification de celle-ci. D'accord? Donc Pourquoi il m'a supprimé mes... J'ai fermé des fenêtres? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai ouvert, d'accord. Oh là là. Donc du coup, je peux remettre ça là. Voilà. Ok. Donc du coup, je sauvegarde ça. Voilà. D'accord. Donc je sauvegarde ici ma pile. Bon, je, je, je verrai si on laisse comme ça, on mettra une macro éventuellement. Mais bon, je pense que c'est assez explicite comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. D'accord. Donc je sauvegarde l'origine de ma pile avant toute modification. J'utilise le mkbarinit ici pour pouvoir charger et initialiser le clavier euh, par une optimisation, une technique de programmation permettant de copier non plus bit par octet, mais par mot, c'est-à-dire de 2 octets à la fois. Hein, c'est-à-dire que ici, je copie 2 octets en même temps, hein, ça fait 5 fois 2, hein, les 10 octets, hein, puisque c'est une adresse et une adresse est codée sur 16 bits, donc 2 octets de 8 bits, et donc du coup, ça me permet moi de faire des puces. Alors, vous voyez, hein, la contradiction, on vous dit oui, il faut éviter la pile, il faut éviter de faire des pops et des puces, mais on se rend compte que des fois, ça a des utilités. Des fois, il faut l'utiliser parce qu'on n'a pas d'autre façon de faire plus vite. Vous vous souvenez, on a mis les instructions de base, hein, LDA,JSFF, LD,JS40,A. On multiplie par 2, ça fait 140 cycles. Alors qu'avec des puces, bah, ça fait 75 cycles. Bah, on est beaucoup plus rapide avec des puces. Bah, voilà, donc empiler, bah, ça, voilà. Alors, beaucoup plus rapide, pourquoi? Parce qu'on dépile pas. Hein. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie d'aller rechanger les modifications qu'on a faites de l'adresse 40 à 49. Hein. On veut les conserver. Hein. On va les regarder hein, tout simplement après au niveau de l'exécution. Alors, bien sûr, alors comment tout ça est implémenté au niveau du programme? Bon, je vais prendre un peu plus de temps, hein, donc la vidéo elle va être plus longue, mais je pense que c'est important d'expliquer ça. Hein. Donc dans les sources, on a donc ici nos inclusions, on va dire. Hein. D'accord? On a donc mkbar. Il est où? Il est là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Donc dans le mkbar, ben, j'ai remis tous mes bon, le MK Barini, mon MK Boar que je vais renommer parce que c'est pas explicite, MK Boar.
Je vais plutôt peut-être l'appeler scan keyboard, enfin on verra, hein, et mon M isque précide qui fait la lecture de tests et teste tout simplement si les touches ont été implantées, hein, appuyées, hein, d'accord. Et dans le répertoire keyboard, ben, j'ai mis ici, hein, vous voyez, les fonctions liées à ma gestion de mon keyboard, du clavier, hein, tout simplement, hein. D'accord, donc c'est ici que j'ai implanté le MKBarini. Par contre, comme je l'utilise le MKBarini au niveau du système, donc ici au niveau du système, il faut que je revienne, je suis dans les sources, oui, donc je reviens ici. Voilà, donc au niveau du système qui est ici, d'accord, c'est bien dans ma M système, il est où? PPG, non, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est dans les sources ici, je suppose. Il est où? Il est où? Caché où? Merde, je le trouve plus. Ah, il est tout en bas, tous les coups. Ah, il est là, voilà. Dans mes M système ici, voilà, je viens rajouter. Ah, non, je l'ai pas mis. D'accord, non. Non, 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 non. Ah ouais, je pensais que j'avais rajouté ici, du coup, moi je vais dire ça, le keb, mais non, dans un sens, c'est plus logique. Oui, c'est plus logique comme ça. Ouais, c'est plus logique comme ça, puisque du coup, on mélange pas le système et le clavier. D'accord, mais par contre, il faut que je m'assure, du coup, ah oui, ouais, ouais, ce qui est logique, hein, puisque la fonction dans la source qui fait l'initialisation du système, elle est ici, hein. C'est-à-dire c'est une fonction qui est créée de base, hein, qui peut être modifiée par rapport à ce qu'on souhaite programmer, hein, d'accord? Et donc c'est le système ini, donc du coup oui, ouais, oui, c'est logique. Non, non, c'est logique. Donc, quand on fait la programmation du programme, on doit savoir en effet que, du coup, si j'utilise le clavier, je devrais obligatoirement implanter ma fonction clavier ici. Mais cette fonction clavier ici ne sera pas forcément qu'exploitée au niveau programme, mais il sera également exploité au niveau de ma fonction du système ini, puisque c'est programmé. C'est-à-dire que c'est pas. Comment je vais dire ça? Disons qu'on a la programmation de la puce PPI. On a la programmation de la puce PSG. Ça, c'est la programmation, je dirais, hardware au niveau des puces, des contrôleurs euh, électroniques dans la machine. Donc, c'est du hardware, c'est du système pur. Là, ce qu'on a fait, nous, c'est on a réutilisé tout simplement euh, le système pour pouvoir lire les touches, mais ma fonction mKebarini ne va pas lui utiliser, et on le voit ici, hein, il n'utilise pas la programmation purement des puces, mais il vient juste utiliser des modifications au niveau de la mémoire, hein. Il utilise de la pile système pour empiler de la mémoire. Bon, on va y arriver. C'est pas évident, hein? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis là, on est passé dans un niveau un peu encore un peu plus évolué.
Hein. Pour ça que je dis qu'il faut vraiment voir les vidéos depuis le début pour comprendre. Hein. Tout ça, ça a des origines. Parce que si vous prenez la vidéo, par exemple, suivante, bah ça, vous allez voir ça. Mais vous n'allez pas aller voir la logique qui a mené à ça. C'est-à-dire le fait qu'on est parti à LDA, dièse FF, qu'on a fait LD entre parenthèses dièse 40, A, etc. Qu'on a constaté qu'on faisait une trentaine d'octets, 144 cycles, qu'ensuite on a réfléchi en se disant, ah, tiens, on a une instruction LDIR qui permet de faire de la copie de mémoire en mémoire entre HL et DE ou DE-HL qu'importe, qu'on a vu qu'on avait réduit à 13 cycles, mais on a doublé en 13 octets, mais qu'on a doublé en termes de cycles, d'accord, et que du coup on a utilisé la pile pour pouvoir réduire en même temps le nombre de cycles par deux, et on a réduit encore de 2 octets, hein, d'accord? C'est pour ça qu'il faut que vous repreniez la playlist complète depuis le début. Alors après, s'il y a des choses que vous connaissez déjà, puisque depuis le début, on commence à la base de la base, hein, c'est-à-dire on commence vraiment à comment afficher un pixel à l'écran, un point écran, Amstrad, en mode zéro. Et je dirais même, on va même encore plus loin, hein. On comprend comment fonctionne la puce Gateway pour définir le mode zéro. Qu'est-ce que le mode zéro? Comment sont encodés, etc. Les pixels en mode zéro, etc., etc., etc. hein, pour en arriver jusqu'ici. Donc, si vous arrivez sur cette vidéo que vous dites, ah ben voilà, je prends cette vidéo et je ne comprends pas pourquoi on fait ça, ben, ça n'a pas d'intérêt. Hein, voilà. Mais c'est pour ça que je vais mettre maintenant dans les descriptifs des vidéos bah, le lien pour accéder à la playlist complète, hein, tout simplement. D'accord? Alors, on va compiler. D'accord? On va voir ce que ça donne. Alors, ici, je compile. Hop. Donc là, on voit qu'on compile, il y a pas d'erreur. Hein, d'accord? Et on a mis sur la disquette bah, un fichier qui s'appelle game.bin. Voilà, donc on a bien notre buffet qui s'est initialisé, d'accord? Et quand j'appuie sur Escape, on quitte, on revient au basique, d'accord? Et on a donc ici, dans notre programme, ici, rien changé. C'est-à-dire que ici, ben, le keybar ici mis, huit, on supprime, hein, on est bien dans notre game loom. Et vous voyez qu'on n'a plus besoin de mettre nos pupuches là, hein, enfin nos puches, nos haltes, nos trois haltes, pour attendre que le buffet soit chargé, puisqu'on sait à l'origine hein, euh, que le buffet, que le buffet sera AFF, hein, tout simplement. Donc on l'initialise. Euh, alors, on va me dire, oui, mais des haltes, c'est plus rapide, hein, plus ça fait 4, 4, 8, 12 cycles et 3 octets. Oui, hein, j'ai fait ça pour vous montrer, hein, tout simplement, ici, hein, comment on pouvait utiliser l'instruction pile, hein, enfin la pile, pour euh, euh, pour pouvoir copier hein, des octets dans la mémoire d'une façon rapide. D'accord? Maintenant, si je fais ça ici, hein, si je fais ici ça, et que je dis, bah, je fais une, deux,
Et 3. D'accord. Voilà. Que je sauvegarde, que je recompile mon programme. À votre avis, est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que si je fais ça, alors ça c'est rapide, hein, ça va me faire. Alors, je ne vais pas m'embêter à aller loin, ça va faire un octet. C'est un octet, je crois, 4 cycles, si je dis pas de bêtises. Un octet 4 cycles. Donc un octet. On va laisser quand même, hein. Mais à votre avis, est-ce que ça va fonctionner? Un octet, 4 cycles. Et si ça fonctionne pas, êtes-vous en capacité de me dire pourquoi ça ne fonctionnerait pas? D'accord? Bon, je sauvegarde, on va tester. Je compile. Ah, déjà il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors dans système ini, à la ligne 14, il me dit qu'il y a un problème. Alors attends, c'est pas normal ça. Ah bah oui, c'est normal. Si, c'est normal. Oui, il faut que je mette mes points virgules hein, quand même, hein. Ici, voilà. Bon, on recommence. On re-sauvegarde. Hop, on retue. C'est pas là l'erreur, hein. Ça, ça ne fonctionnera pas, hein, je vous le dis. Comme ça, vous avez l'information. Mais le truc et l'astuce, enfin le truc ou l'astuce, c'est pourquoi ça ne fonctionnera pas. Voilà. Voilà ce qu'on a. Alors, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer de réfléchir pourquoi ça ne fonctionne pas, hein. Et ensuite, bah, vous reprenez hein, tout simplement la vidéo, hein. Donc j'attends que vous vous mettez en pause hein, tout simplement et je vous explique pourquoi ça ne fonctionne pas. D'accord? Allez, on y va. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est que l'instruction ici Alt attend que l'interruption se lance. Or, qu'est-ce que nous avons fait ici hein, dans le système d'initialisation? Ben, on a disable les interruptions. Donc, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Pour que ceci fonctionne, ben, nous sommes obligés de détacher ce bloc listing, hein, le bloc d'initialisation ici de notre clavier et de venir le mettre tout en bas ici, c'est-à-dire hop, juste après qu'on ait réinitialisé ici les interruptions. Voilà. Voilà. C'est ça qui est important de savoir, c'est-à-dire que le bloc Alt, enfin l'instruction Alt, alors pourquoi j'ai mis, ah oui, j'avais mis en grand parce que il fallait justement pas que j'oublie. Alors ini, ouais, bon, j'écrirai ça, Lisa, hop, bah, dis donc. Alors, initialisation.
du clavier. Alors en petit, comme le reste, c'est mieux, hein. Du, du clavier. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est important de vous souvenir de ça. Quand vous utilisez l'instruction Alt, ici, d'accord, il faut que vous vous assurez que vos interruptions, et notamment l'interruption numéro 1, soient bien euh, actifs. D'accord? Donc là, on voit bien évidemment que la version ici est la plus rapide, hein, TCL que j'avais utilisé du départ, hein, tout simplement. C'est 3 octets et, et 12 cycles, hein. Voilà. 3 octets, 12 cycles, c'est ce qui est le plus rapide de façon à pouvoir initialiser le clavier. Alors bien sûr, on va tester ainsi si cela fonctionne. C'est-à-dire que dès le départ du programme, d'accord, le système va attendre 3 interruptions, 3 IM1, hein, 3 interruptions masquées, numéro 1, puisque c'est cette interruption masquée que nous avons initialisée au niveau du système. Au bout de la troisième, le clavier va se lire. Comme nous ne l'avons pas touché, les bits de 40 à 49 en mémoire, en hexadécimal, hein, JS40 à 49, vont se mettre à FF, et donc le clavier va être initialisé de base, hein. Il va s'initialiser tout simplement de base. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de nous aller implanter dans la mémoire à l'adresse 40 à 49 DFF. C'est fait naturellement par l'interruption. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je voulais refaire cette petite vidéo, enfin cette vidéo, pour que vous ayez en mémoire le fait qu'il faut faire attention à ce que vous faites. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez avoir là ici on voulait détecter dans la logique du jeu, dans le update, l'appui d'une touche, et quand on démarre le programme, pouf, on ne comprend pas pourquoi ça bug ou ça se reset, d'accord? C'est parce que justement le buffet du clavier n'a pas été chargé, et donc du coup à l'emplacement de cette mémoire on a du n'importe quoi. Donc si on utilise un buffet pour pouvoir stocker des éléments, il faut s'assurer que ce buffet est conforme à ce qu'on veut pour l'utiliser. Donc là, nous, on veut que le buffet soit chargé de l'état des touches du clavier. Avant de lire si une touche est pressée, on s'assure que le buffet le buffet mémoire de là où sont stockés les valeurs, hein, représentant tout simplement nos touches de clavier soient chargées. D'accord? Donc vous voyez que là ça fonctionne parfaitement et que nous n'avons pas besoin donc de créer tout ça ici. D'accord? Voilà. Ça aussi on peut l'effacer, on n'en a pas besoin. D'accord? Voilà. Donc vous avez maintenant, alors attention au niveau du Alt ici, hein, également, il faut revenir ici. Aucun. Il faut voir les commentaires aussi au fur et à mesure et puis les modifier, hein. C'est-à-dire que euh, euh, un code au moment de quand on fait du développement, le code va toujours se permuter.
On va le créer, on va le changer, on va le remettre en place, on va le changer, etc. Tant qu'on n'est pas sur une finalisation complète du projet, le code va toujours bouger, va toujours changer, hein, il risque de changer. Après, quand vous êtes sur plusieurs projets, ben, vous reprenez le code que vous avez utilisé. Alors des fois, bah, vous n'aurez plus à le toucher, bah, tant mieux. Ça veut dire que vous avez créé donc une macro ou une fonctionnalité qui est générique, d'accord? Et là, c'est nickel. Par contre, des fois, bah, faut adapter, hein, faut adapter le code, d'accord? Donc là, ici, on n'efface pas le buffet clavier, hein, on attend tout simplement fonction attend, hein, la fonction attend 3 ben, IRQ, hein, d'accord? L'initialisation de buffet, oui. Attends 3 URQ. Temps, ah non, attends IM1C. Scan buffet vidéo. Vidéo, buffet keyboard. Clavier. Bon, je vais mettre ça en grand aussi, là. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle est un peu plus longue, mais je pense qu'il fallait faire cette petite mise au net, hein, je dirais, mise au point. Attendre, je mets attendre, attendre, fonction, attendre, comment je vais mettre ça? Euh, voilà, je pense que ça va être clair comme ça. On attend l'IMC1 en fait, hein, donc on attend l'IMC1 qui va scanner le buffet du clavier, et pour cela on attend 3 fois Alt, donc on attend 12 SIG, on a 3 octets, pour pouvoir lire, hein, tout simplement euh, le buffet juste après qu'on ait tout initialisé au niveau du système. D'accord? Voilà. Bon, je pense que c'est clair, hein. Je pense que j'ai été un peu plus clair que dans les autres, dans la vidéo précédente. Pas évident, hein, à expliquer, je reconnais, hein, voilà. Donc pareil, hein, pour l'instruction ici que nous avons revue, hein, donc pourquoi je mets pas ici en game, parce que je pourrais très bien mettre ici passer kx virgule en game et faire directement mon JP dedans, hein. Seulement là ici on teste si une touche est pressée, d'accord? Je peux soit faire un saut si elle est pressée, soit faire un saut si elle est non pressée, soit je peux appeler une sous-routine si elle est pressée, soit je peux appeler une sous-routine si elle n'est pas pressée. Donc si je me fais ou je me base juste sur ma macro qui fait KESC et que je dis bah tu me passes ici l'action, ben je vais être bloqué parce que dans ma macro je peux plus modifier JP ou col, hein. Vous voyez, voilà, c'est pour ça. Voilà, donc pour résumer un peu cette vidéo, bah, on a vu comment mettre en place une fonction d'initialisation du clavier. Comme on passe par l'interruption manager, hein, qu'on a donc découpé en sous-interruption, on utilise l'IMC, la troisième interruption masquée pour pouvoir scanner les touches du clavier. Donc on va tout simplement réinitialiser notre clavier par ce biais. C'est-à-dire qu'on va attendre la lecture ou la première lecture du clavier après trois interruptions masquées grâce aux instructions Alt. Et on charge naturellement de ce fait l'appui sur une touche. Voilà, tout simplement.
Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous aviez réussi à faire le petit exercice de chargement tout simplement des valeurs FF de l'adresse mémoire 40 à 49, que vous avez compris l'utilisation d'une façon d'optimiser le code au niveau de la pile, hein, même si on n'en a pas réellement besoin ici, puisque notre façon de faire notre initialisation de clavier, bah, ça sera simplement d'attendre assorti de l'initialisation du système ici, euh, bah, que nous attendons trois cycles pour, enfin trois interruptions pour pouvoir charger automatiquement de façon naturelle le clavier par rapport à une simple lecture de celui-ci. D'accord? Rien de compliqué en soi, mais il faut comprendre la logique. Une fois que la logique est comprise, ça roule, hein, comme on dirait. D'accord? La vidéo suivante, je pense qu'on va commencer à mettre en place l'exploitation de la fait qu'on puisse appuyer sur des touches. Donc on va commencer à créer, je dirais, euh, des fonctions de dessin, hein, dessiner un rectangle, un carré, un rond, pour commencer. Alors on va commencer simplement par dessiner tout simplement faire créer une fonction de dessin d'un rectangle. Pourquoi? Je fais ça parce que avant de créer un jeu, faut faut faire une maquette, hein, de ce jeu, et en général on met pas directement le graphisme des sprites, hein. On s'amuse à mettre tout simplement un carré rouge, un carré vert. On teste les collisions, puis on teste comme ça le moteur, hein, du jeu, sachant que la fonction qui va dessiner un rectangle va nous servir également à effacer nos sprites, hein. Donc on aura un sprite carré, ben, on veut l'effacer, ben, on pourra éventuellement l'effacer dans un premier temps d'une façon archaïque, hein. C'est-à-dire qu'on va juste effacer par une couleur, puisqu'on aura une couleur unie de fond, hein. Donc on va effacer par la couleur unie de fond, hein. Bien évidemment, cette fonctionnalité-là va, je dirais, d'effacement de sprite va être améliorée, hein, puisque si on a un décor au fond, on ne peut pas juste imprimer une couleur dans le fond et imprimer notre truc dessus, hein, voilà, vous comprenez que nous devons garder trace du fond, hein. Bon, on verra ça au fur et à mesure, au niveau, hein, tout simplement, de tout ce qui est dessin de sprite sur l'écran, hein. Donc ça sera notre prochaine vidéo. Je vais le noter d'ailleurs pour pas l'oublier. Ici, on aura ici. Alors, je vais noter ici. Prochaine vidéo. Bah, je vous invite, hein, vous avez toutes les informations pour le faire, hein. Donc, prochaine vidéo, c'est créer une macro. Voilà. Macro M. Macro. Euh, voilà, draw. Alors, on va mettre draw rectangle. Alors, draw rectangle. Voilà, je l'ai noté. Bon, qu'importe le nom, hein, le nom on reverra, hein. Draw rectangle qui prend une largeur et une hauteur. Voilà. Une largeur et une hauteur. Puis bien évidemment une adresse où le mettre, hein, Veram. Je vais mettre Veram comme ça. Voilà, Veram. Veram.
d'accord? Ici, VRAM, voilà, VRAM. C'est-à-dire, admettons, on va mettre C000 ou je sais pas moi, D000, qu'importe. Dans un bloc, alors je rappelle ce que j'appelle moi bloc. Alors dans un premier temps, on va faire simple, puisqu'il y a encore des choses à modifier, hein, donc je ne peux pas vous donner des choses à faire que vous n'arriverez pas à réaliser, hein. D'accord? Alors, quand j'appelle des blocs mémoire, un bloc pour moi mémoire, c'est ça, hein. Alors, je vais faire comme ça, d'accord? La mémoire vidéo de l'Amstrad, elle est décomposée en blocs, vous voyez, de 8 lignes par 8 lignes. Et comme la mémoire est entrelacée, quand on arrive ici à la fin de la ligne, on passe à la ligne ici. Donc moi, je veux, admettons, ici, ben, dessiner un rectangle. Ben, écoutez, on en a un là, donc si vous préférez, je veux pouvoir, dans une couleur que j'aurai moi à dessiner, hein, décider, admettons celle-ci, là, voilà, appliquer, voilà, j'aimerais faire ça, appli, voilà, j'aimerais pouvoir faire ça, d'accord? C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir dessiner un rectangle, pour l'instant qui serait de taille inférieure ou égale à un bloc mémoire, c'est-à-dire de 8 lignes maximum. Qu'importe la largeur, hein, la largeur ben, jusque ici, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller. Bon, pour l'instant, on va faire ça. On veut dessiner un rectangle de 2 octets en mode 0 de large sur une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 8 lignes. De 2 sur 8. Voilà. Alors, ici, ouais, je vais noter, hein, largeur max. Largeur, merde. Largeur, bon, on va faire comme ça. On va faire largeur 2, hauteur 8, hauteur 8, et, euh, et d'une couleur, hein, oui, il faut pas oublier la couleur, et d'une couleur donnée. Voilà. Et d'une couleur donnée. Voilà, voilà, c'est. J'ai arrivé, école. Voilà. Donc d'ici, je peux simplifier, hein, je peux mettre VR, voilà, et ouais, école. Vidéo RAM, VR, largeur, hauteur et colonne. Voilà, donc c'est ce qu'on veut faire sur la vidéo prochaine. D'accord? Donc c'est comment c'est fil, ouais, je vais revoir le nom de la fonction parce que là on remplit un rectangle plein. D'accord? Sachant qu'il pourrait éventuellement réfléchir par la suite, si on le veut, hein, à le fait d'accéder à un rectangle non plein, hein. C'est-à-dire que vous avez ici, vous voyez, alors c'est où ça déjà? Voilà, il faut que je reprenne ici. Non, c'est pas ça, ça c'est les masques, les outils, voilà. Dans les outils, vous avez ici, là, voilà, ici, vous avez soit les éléments pleins, je dirais. Là, ici, vous avez la possibilité de choisir sur dessiner les contours des formes ou dessiner la forme pleine, hein. Voilà. Donc, nous, on va dessiner un rectangle plein, hein, c'est-à-dire qu'il sera colorié complètement. On n'aura pas que le cadre du rectangle qui sera dessiné. Voilà, donc ça sera la prochaine vidéo, hein. Donc pareil,
vous créez un répartant dans vos sources. Alors, vous pouvez, voilà, je sais pas moi, dans les sources, soit créer, alors ici, alors vous créez ici, admettons, votre fonction macro draw rectangle, ou alors vous venez créer ici dans les inclusions un répertoire que vous nommez représentant dans vidéo. Ah, on a vidéo, ça tombe bien, hein. Par exemple, dans vidéo, vous viendrez mettre votre fonction de draw, hein, tout simplement du rectangle, hein. Comme ça, le rectangle, vous aurez ici toutes des fonctionnalités. C'est des macros, donc ça ne prend pas de place si c'est pas utilisé. Lorsque vous utiliserez tout simplement au niveau du programme le chargement et que vous souhaitez par exemple utiliser la fonction draw rectangle, il suffira tout simplement de renseigner ici la source mvideo qui va charger tout ce qui s'occupe de la vidéo, hein. Donc vous aurez le peu de pixels, hein, l'affichage d'un pixel, et vous aurez alors peut-être qu'on l'appellera put draw rectangle, enfin on verra, hein, pour afficher le rectangle. D'accord? Voilà. Exercice suivant, hein, donc n'hésitez pas alors là, on n'est pas obligé de mettre rectangle incomplet non plus, hein, on peut juste se mettre comme ça, hein, draw rect, hein, ou put rect, bon, qu'importe, hein. Voilà, on essaiera de créer ça. Le nom de la macro en soi, il faut qu'elle soit quand même explicite, hein, et qu'on comprenne bien ce qu'elle fasse, sans que ça soit non plus une rallonge, hein, on va pas taper macro, dessine un rectangle plein. Quoi qu'on pourrait le faire, hein, on pourrait le faire, mais bon, on essaie de donner en général des noms anglais pour essayer de raccourcir le nom pour donner quelque chose un peu d'explicite. Voilà, donc ça sera notre prochaine vidéo, hein. Donc je vous laisse un peu de temps, puisque là je vous ai pas peut-être pas laissé le temps de faire l'exercice sur la réinitialisation du clavier, du buffet clavier. Bon, c'est pas très grave puisque de toute façon on a vu qu'on le faisait par des haltes. C'est juste que il fallait que je reprécise les choses concernant la fonction ici pour que ça soit un peu plus compréhensible avec les opérateurs de décalage de bits du préprocesseur et les instructions ON du préprocesseur au niveau des bits, hein. C'est comme si on faisait un module 7 en Z80, un mode 7 en Z80 si vous préférez, hein, multimodule. Bon, c'est pas évident à tout comprendre, ces opérateurs de décalage de bits à droite, à gauche, le et, le AND, tout ça en même temps, c'est pas évident. Donc je voulais rapidement essayer de préciser ça, puisque ça peut dérouter, hein, des personnes en se disant, moi je comprends plus rien, donc c'est trop compliqué, donc j'arrête. Alors que non, c'est pas compliqué, hein. Non, c'est pas, y a rien, y a pas grand-chose de compliqué, hein. Il suffit juste de suivre pas à pas et de raisonner, hein, tout simplement, sur qu'est-ce que fait cette instruction, qu'est-ce que fait cette instruction, pourquoi il a fait comme ça, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait là. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça l'objectif, hein. Et quand vous aurez compris un peu le sens de cette logique, quand vous allez programmer en langage C, vous allez avoir des corrélations. Quand vous allez faire les pointeurs en langage C, en général, tout ce qui est pointeur et adressage de variables en C, les étudiants, ils sont perdus, hein. Ils disent, ah, je mets une étoile, je mets une dièse, je ne comprends plus rien. À quoi ça correspond exactement? Quand vous faites étoile, quand vous allez passer une étoile, c'est comme si vous passez entre parenthèses le nom de la variable ou de l'adresse de la mémoire en langage Z80.
C'est ça au fait, hein. Quand vous dites, ah bah tiens, à l'adresse dièse 40, je vais mettre la valeur 1, bah, quand vous faites l'étoile, ben c'est le pointage de la valeur de l'adresse que vous allez mettre. Tout se recoupe, hein. Il y a pas, on n'invente pas la roue, hein, tout simplement. On l'évolue, on trouve des techniques pour aller plus vite, on améliore les puces. Mais en programmation, on évolue sur des techniques d'approche, hein, des paradigmes, mais le fond reste le même, hein. D'accord? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, et je vous dis donc à la vidéo prochaine, tout simplement. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.